Je m'intéresse à des problèmes de biologie et en particulier aujourd'hui, je voudrais vous parler des travaux qu'on mène avec des biologistes spécialistes de la copie des chromosomes. Et on va s'intéresser à ce processus, je dirais l'angle dans lequel je vais le mettre en scène aujourd'hui, c'est en lien avec le fait que ce processus est fondamental et explique la progression du cancer. Et donc, ce qu'on espère, nous on fait des recherches qui sont assez en amont, d'avoir après, à travers une meilleure compréhension ou une meilleure caractérisation de ce processus, peut-être avoir des implications en santé humaine. Alors peut-être, pour commencer, quelques mots sur les cancers. Ce qui caractérise ces maladies, c'est quand même une chose. On parle de progression des cancers, de tumeurs. Donc ce qui est caractéristique dans ces cancers, c'est justement la capacité, la perte de contrôle de l'organisme sur un groupe de cellules qui vont tout d'un coup se mettre à se reproduire de façon non contrôlée. Et c'est ça qui caractérise les cancers. Alors maintenant, pour expliquer un peu cette perte de contrôle, ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est au niveau d'un organisme, comment fonctionne une cellule. Elle a besoin d'avoir de l'information, ce qu'on appelle l'information génétique, qui encode toute l'information qui va permettre le fonctionnement des cellules. Et ça, c'est encodé c'est porté par les chromosomes. Vous avez peut-être dû entendre parler de ça. Et donc ces chromosomes, il y a un besoin donc de copie des chromosomes d'une génération sur l'autre. Et cette copie, elle doit être fidèle si on veut avoir une stabilité du processus. Et donc, ce qui se passe dans les cancers, c'est que finalement, ça va être au moment de la copie de ces chromosomes qu'il va y avoir une déstabilisation et qu'on va avoir finalement une modification du patrimoine génétique des cellules qui vont faire que petit à petit, on va accumuler un certain nombre de dysfonctionnements qui vont expliquer la perte de contrôle de l'organisme sur les cellules et donc en particulier le fait que les cellules vont se mettre à proliférer de façon non contrôlée, alors qu'habituellement, l'organisme a un contrôle, les cellules ne prolifèrent pas de façon incontrôlée. Et donc, c'est ça une des clés du cancer, c'est de ce mécanisme-là. Donc, ces erreurs de copie, ces erreurs ces modifications du patrimoine génétique, c'est ce qu'on retrouve dans les maladies génétiques, c'est ce qu'on retrouve aussi finalement au cours de l'évolution, c'est des petits changements de fonctionnement qui expliquent la modification des espèces. Donc on est dans ce cadre-là. Et donc en fait dans le cancer, ce qui va être une des caractéristiques du cancer, ça va être justement l'instabilité de ce patrimoine génétique et donc l'instabilité des chromosomes. Et donc, on s'intéresse à ça. Alors, on s'intéresse à ça. C'est une caractéristique du cancer. Alors, pour que vous figurez ça un peu mieux, je vous ai représenté quelques exemples de cette chose. Donc, ça, c'est un cas simple de cette instabilité. Ici, vous avez 2 chromosomes normaux qu'il y a donc dans nos cellules. Et ici, à droite, vous avez le résultat d'une de ces instabilités qui est impliquée ici dans un cas de leucémie. Et vous voyez ici, donc vous avez ce chromosome ici en rouge, ce chromosome en bleu. Et en fait, ils ont échangé ici un bras. Et donc, ça fait que vous avez donc ce changement. Et en particulier, il se trouve dans ce cas-là, ce changement, il fait que vous aviez 2 gènes qui étaient portés séparément par ces 2 chromosomes qui se retrouvent fusionnés en un seul gène qui est représenté ici et qui a en fait une fonction différente de la fonction qu'avait chacun de ces gènes et qui explique une partie qui explique le développement donc de cette leucémie particulière. Donc ça, c'est un exemple de ce qui se passe au cours des cancers et de l'accumulation de ces modifications qui vont expliquer la perte de contrôle. Et puis pour voir ça peut-être à une échelle un peu plus générale, ici vous avez des photos qui montrent des chromosomes qui ont été colorés. Et donc vous voyez, pour des chromosomes quand ils sont normaux,
Vous voyez, ils ont une seule couleur dans ce système de coloriage. Donc, vous voyez, les deux chromosomes 4, tous les deux, ils sont verts, ils sont d'une seule couleur. Et puis, si maintenant vous regardez ici l'image en couleur de chromosomes dans un cancer, vous voyez, par exemple, ici, vous avez un chromosome qui est bleu, puis mauve, puis jaune. Donc, clairement, il y a eu tout un tas de réarrangements entre les chromosomes. Et ça illustre cette instabilité qui fait qu'on accumule des mauvais fonctionnements qui vont amener à cette perte de contrôle dont on a parlé précédemment. Donc, une fois qu'on en est là, la question c'est à quel moment, comment peut-on caractériser ces instabilités? Le moment le plus, je dirais, le plus critique pour l'accumulation de ces instabilités, c'est au moment où on copie les chromosomes. Et donc, pour essayer de mieux comprendre cet aspect donc, de mécanistique de l'évolution des cancers, le but du jeu, c'est d'essayer de comprendre, de suivre finalement le mécanisme moléculaire de copie des chromosomes. Et donc, c'est ça qu'on essaye de... C'est ça dont je voudrais vous parler maintenant, c'est comment on a essayé de mettre au point un mécanisme, une méthodologie pour suivre ce mécanisme de copie. Alors, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que cette copie, elle se passe avec des échelles qui sont vraiment toutes petites. Alors là, j'ai amené quelque chose de très simple. Hein, c'est une règle, donc il fait ici 40 cm. Et vous voyez, donc je pense en particulier, les gens au premier rang, peut-être qui voient à peu près les centimètres sur cette règle, et puis les millimètres, vous ne les voyez pas. Donc vous voyez, en gros, entre le mètre et le millimètre, il y a un facteur 1000. Et l'échelle de la cellule, en fait, les cellules, elles ont des tailles caractéristiques qui sont en fait des millimètres du millimètre. Donc, vous voyez, donc vous devez encore faire un changement, vous devez couper en 1000 petits bouts le millimètre que vous voyez déjà pas pour aller voir ce qui se passe dans la cellule. Et donc, ça, on peut éventuellement le voir avec un bon microscope, mais c'est déjà tout petit. Et en fait, le processus qui va nous intéresser, qui est donc la copie de l'ADN, elle se passe encore 1000 fois plus petite, donc le millimètre de ce millimètre. Et donc ça, c'est juste pour vous rendre compte, là on est en dessous des échelles où on peut regarder les choses avec un microscope, en tout cas un microscope optique. Et donc il faut essayer de poursuivre cette chose-là, d'avoir des méthodes, en fait, c'est ça que je vais essayer de vous expliquer, c'est comment on peut finalement suivre le mécanisme de suivi de copie des chromosomes. En fait, ici, on va essayer de suivre en fait, la fumée qui reste derrière les machineries qui copient les chromosomes. Alors, voilà, ici, j'ai essayé de faire un sketch de ce qui se passe. Alors, la copie des chromosomes, voilà, un chromosome, en fait, on va le représenter comme quelque chose de linéaire. Hein, c'est quelque chose qui est en fait qui est en fait assez long. Ça peut faire, le chromosome 1 de l'homme, il fait par exemple 7 cm si vous le tirez bout à bout. Mais en fait, il rentre donc dans le noyau d'une cellule qui est plutôt à l'échelle du millimètre, hein, ce qu'on appelle le micromètre. Donc c'est très entrelacé. Mais donc on se place sur le chromosome et il y a des machineries qui vont se placer à plusieurs endroits sur cet objet pour le copier. Et en fait, il y a donc des petites machines qui se déplacent le long des chromosomes pour, à partir d'une copie du chromosome, en obtenir deux. Et puis quand on a copié partout, on a deux copies du chromosome. Donc ça, c'est le mécanisme, et qui se passe donc à une échelle trop petite. Et donc, ce qu'on peut faire pour le suivre, c'est se débrouiller avec de mettre de la couleur à un certain moment. Donc, nos collègues biologistes avec qui on travaille, ils arrivent à mettre un colorant qui fait qu'à un moment donné, par exemple, on va en fait faire de l'ADN ou de la chromosome qui va d'abord être vert, et puis après, il va être rouge. Et donc, finalement, in fine, après ce processus-là, on va avoir des chromosomes qui vont avoir des petits patterns de couleurs comme ça qui sont révélateurs du passage de ces machines qui copient les chromosomes. Et ensuite, là, c'est là où le physicien ou notre équipe intervient plus. On peut essayer d'aller révéler cette couleur. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails de la technique, mais maintenant, on peut en fait faire passer le chromosome dans ce qu'on appelle un nanopore, et on va pouvoir révéler la couleur qui est dans le pore grâce à la mesure du courant qui peut passer dans ce nanopore. Peu importe. L'idée, c'est qu'ensuite, en décodant ce signal électrique, donc ça on peut mesurer, on peut le décoder avec des méthodes d'analyse de données. En fait, on retrouve
des profils où en fait on a qui révèlent la couleur. En fait, ici, ici, je vous avais donné l'exemple avec 2 couleurs. Nous, en fait, il n'y a qu'une seule couleur, mais qui varie au cours du temps. Et vous voyez, typiquement, le résultat de cette analyse-là, c'est qu'on est le long des chromosomes, on arrive à avoir le profil de l'intensité de couleur. Et vous voyez ici, ce profil, il part de 0, il monte et puis il redescend. Et ça nous dit qu'il y avait une machinerie, une des machines de copie de l'ADN qui est passée ici. Et à partir de ça, on peut mesurer la vitesse de cet objet qu'on ne voit pas. On peut mesurer combien il y en a le long des chromosomes. Et donc l'espoir ici de ce travail en amont, c'est de pouvoir utiliser ces techniques-là pour pouvoir finalement caractériser en particulier les cellules cancéreuses, sachant que ce que j'ai essayé de vous expliquer au début, c'est que le moteur de la progression cancéreuse, c'est cette instabilité, c'est les modifications, c'est les problèmes qui se passent au niveau de la copie de l'ADN. Et donc, si on arrive à faire cette caractérisation, on peut probablement caractériser l'ADN, caractériser la progression des cancers très en amont, avant même que vous ayez eu des problèmes soient visibles et que vous soyez vraiment malade. Donc c'est ça, on espère que peut-être ça pourra être utilisé par les gens dans les hôpitaux. Nous, on n'est pas médecins, mais néanmoins, voilà, c'est une recherche qui a cet espoir-là. Et donc, peut-être je vais m'arrêter là. Et je vous remercie de votre attention. Hop là. Ça sera ma seule slide. Alors, moi, je viens vous parler d'un cancer en particulier, qui est le cancer du pancréas. Alors, il y en a peut-être certains d'entre vous qui sont déjà malheureusement familiers avec cette pathologie. C'est une pathologie qui a un très très mauvais pronostic. C'est un cancer particulièrement mortel et on va chercher à le traiter de manière nouvelle dans le projet que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, les raisons qui font que le cancer du pancréas est particulièrement mortel, c'est qu'il est détecté extrêmement tard, à un stade tardif avancé, souvent déjà métastasé, et il est extrêmement résistant à des thérapies classiques, c'est-à-dire chimiothérapie, radiothérapie, et il est particulièrement peu opérable. Souvent, il est placé dans des endroits trop problématiques du pancréas pour être opéré, ou alors il n'est, tout simplement déjà métastasé. La chimiorésistance et la radiorésistance du cancer du pancréas, ça vient de son environnement tumoral. Ça vient de son environnement tumoral. L'environnement tumoral, c'est tout ce qui forme une tumeur et qui n'est pas de la cellule cancéreuse. Ça veut dire on a du tissu fibreux, par exemple. On a le système vasculaire qui forme la tumeur. Et tout ça, dans le cancer du pancréas, c'est particulièrement dense et ça le rend résistant aux chimios et aux rayons. C'est-à-dire que les chimios n'arrivent pas jusqu'aux cellules qu'elles doivent traiter et les rayons perdent rapidement leur efficacité. L'idée du projet qu'on a, en travaillant en parallèle avec des médecins, c'est de cibler directement cet environnement tumoral. Alors pour cibler l'environnement tumoral, il y a énormément de stratégies différentes. On peut imaginer jouer sur la température, le chauffer, le refroidir. On peut imaginer mécaniquement le toucher, par exemple avec des ondes ultrasonores. Ce qu'on fait, nous, c'est des champs électriques pulsés. Alors ça vient pas de nulle part, c'est pour exploiter un effet un petit peu particulier, qui s'appelle l'électroporation, qui est connu depuis environ une 40aine d'années. Donc l'électroporation, il faut imaginer une cellule. Vous avez le noyau, le cytoplasme et la membrane, pour être très schématique. Et l'intérieur de la cellule est conducteur, très conducteur, et la membrane est particulièrement isolante électriquement. Et quand c'est exposé à un champ électrique, la membrane va être perturbée et devient temporairement perméable. Quand je dis temporairement, c'est quelques minutes. Elle devient perméable à des petites molécules. La cellule survit. Évidemment, si on la perturbe trop fort ou trop longtemps, on peut arriver jusqu'à la mort cellulaire. Ça peut être utilisé également. Ça s'appelle de l'électroporation irréversible. C'est pas ce qui nous intéresse dans le projet. L'objectif de ça en oncologie, ça va être de combiner la perméabilisation qu'on peut avoir avec justement des molécules d'intérêt, des molécules chimiothérapeutiques. La molécule la plus utilisée dans cette méthode, qui s'appelle l'électrochimiothérapie, elle s'appelle la bléomycine. Et elle ne fonctionne absolument pas sans électroporation, ou très peu, parce qu'elle ne pénètre pas spontanément dans les cellules. Une fois qu'elle pénètre dans les cellules, elle a un effet chimiothérapeutique très fort. On estime que l'effet chimiothérapeutique est multiplié par 500 à 10 000 en fonction des études, avec l'électroporation. Et donc ça permet un traitement relativement ciblé géographiquement sur une tumeur qu'on vise. Et aussi, ça cible en priorité les cellules tumorales, ce qui est très intéressant. Ce traitement-là, il a été utilisé pour la première fois en 1991 à Gustave-Roussy, près de Paris. Et depuis, ça s'est répandu dans différents types de cancers.
Principalement, c'est utilisé sur des cancers, chez l'homme en tout cas, les plus accessibles, ça veut dire près de la peau ou en sous-cutané, et c'est également utilisé en médecine vétérinaire, pas mal. C'est relativement peu connu en France, c'est autorisé en Allemagne, en Pologne, en Slovénie, en Italie, il y a énormément de pays européens qui l'utilisent déjà, pas en première approche nécessairement, mais en thérapie de seconde approche. La grosse question, enfin une des grosses questions qui nous intéresse, nous, c'est comment on applique un champ électrique, comment fabriquer un nouvel outil pour appliquer un champ électrique, et surtout sur un organe aussi peu accessible que le pancréas, si ce n'est en ouvrant le patient, ce qui n'est pas forcément ce qu'on souhaite. Alors un champ électrique, concrètement, ça s'applique en ayant une paire d'électrodes, en ayant 2 pôles, et quand on applique une différence de tension entre les électrodes, on a un champ électrique qui est formé entre les deux. Donc notre objectif, ça va être d'amener des électrodes autour d'une tumeur, d'appliquer notre différence de tension en respectant le traitement d'électrochimiothérapie classique et d'exposer la tumeur à un champ électrique. Alors ça, évidemment, comme je le disais, quand c'est proche de la peau, c'est relativement simple. Ça peut être des plaques ou des aiguilles qui sont placées autour de la tumeur. Quand c'est au niveau du pancréas, c'est beaucoup plus complexe. Avec les médecins de l'hôpital Beaujon à Paris, on travaille sur la création d'un nouveau dispositif qui permettrait de passer par voie écho-endoscopique. Ça veut dire utiliser un écho-endoscope qui passe par la bouche puis par l'estomac pour atteindre le pancréas. Et en passant par cet outil, on essaie d'atteindre directement la tumeur sans avoir à ouvrir le patient. Alors l'intérêt que ça a, une fois qu'on arrive à appliquer l'électroporation sur une tumeur du pancréas, c'est, comme je l'ai indiqué sur la petite citation ici, ça ouvre la porte de la cellule. On a perméabilisé la cellule et elle devient réceptive, si vous voulez, à différents traitements de chimio, et son environnement tumoral est perturbé, donc elle est plus sensible encore au traitement. Une fois qu'on a ça, on peut faire plusieurs choses différentes. On peut essayer de faire une électrochimiothérapie classique avec de la bléomycine dont je vous ai parlé, ou d'autres molécules qui ont été trouvées depuis, qui fonctionnent également. On peut essayer de combiner ça avec des thérapies classiques, ça veut dire les chimios qui sont déjà utilisés sur le cancer du pancréas. Donc si on arrive à booster leur efficacité, on peut éventuellement baisser les doses et l'effet secondaire, ou alors augmenter leur efficacité. Dans le cas du cancer du pancréas, ça serait déjà bien. Et ça ouvre aussi la voie à de nouvelles thérapies. Alors vous connaissez peut-être l'immunothérapie, qui est une thérapie un petit peu montante en oncologie. Une fois qu'on a accès à l'intérieur de la cellule, on peut imaginer également des combinaisons avec l'immunothérapie. Donc on parle de thérapie combinée. Dans notre cas, c'est l'application de stimuli qui permettent d'accéder à l'intérieur de la cellule et perturber l'environnement tumoral pour faire entrer quelque chose. Et là, la porte est ouverte. Alors, une fois que je vous ai raconté tout ça, la question c'est qu'est-ce qu'on cherche maintenant ? Nous, principalement dans notre travail, on a 3 grandes pistes de recherche, 3 grands sujets. Le premier, c'est le développement de l'outil dont je vous ai parlé. Donc là, on travaille avec des ingénieurs et des médecins pour imaginer l'outil, qui n'est pas encore prêt, pas encore au point. On a également une piste pour savoir si l'électrochimiothérapie ou les traitements qu'on utilise ou qu'on imagine sur le cancer du pancréas fonctionnent. Donc là, vu que le cancer, c'est nécessairement quelque chose d'extrêmement complexe biologiquement, il y a énormément de réactions physiologiques qui sont difficilement prévisibles ou modélisables, on part du modèle le plus simple qu'on peut imaginer pour une tumeur, c'est-à-dire une cellule tumorale, et on regarde si l'électrochimiothérapie fonctionne avec telle molécule, on peut scanner, et ensuite on complexifie le modèle. Donc ça va être ensuite l'amas cellulaire, ensuite un amas cellulaire plus complexe avec différents types cellulaires, un amas cellulaire avec des cellules de patients, puis ensuite des morceaux de tumeurs de patients, etc., jusqu'à une vraie tumeur dans un vrai être vivant. Donc ça, évidemment, ça prend énormément de temps. Et la dernière partie, c'est l'étude de l'électroporation en tant que telle. Donc je ne vous ai pas du tout décrit comment était électriquement le phénomène. C'est des champs électriques pulsés, c'est-à-dire qu'on envoie des impulsions de tension pour créer des impulsions de champs électriques. Et le protocole clinique est relativement figé. C'est un certain nombre d'impulsions avec une certaine intensité, avec une certaine répétition, une certaine durée. Et tous ces paramètres-là peuvent éventuellement être modifiés. Donc on a une étude du phénomène en tant que tel et de l'effet des paramètres du phénomène qui nous permettrait éventuellement de l'améliorer dans certains cas, de l'optimiser pour certaines tumeurs ou pour certaines pathologies, parce que l'électroporation n'est pas utilisée que en oncologie et pas forcément que sur le cancer du pancréas. Donc, bon, comme vous l'imaginez, ça prend énormément de temps de chercher tout ça. Donc on a commencé ce projet il y a 2 ou 3 ans environ. Et si tout se passe bien, qu'on travaille correctement avec les médecins et que ça avance et que ça fonctionne, il ne faut pas imaginer un traitement sur table d'opération avant probablement 8 à 10 ans dans ces eaux-là. Je vous remercie.
Bonjour à tous, je suis ravi d'être ici. Donc, je vais continuer dans le sujet fort amusant qui nous occupe depuis tout à l'heure, à savoir le cancer. Et je vais essayer de vous expliquer comment est-ce qu'on peut soigner le cancer avec la lumière. Alors, je suis conscient que c'est un prémisse qui peut sonner un petit peu fumeux, limite New Age, peut-être charlatanerie. Mais je vous assure qu'il y a une base physico-chimique très sûre derrière. Et c'est ce que je vais vous tenter de vous expliquer et de vous montrer les résultats qu'on peut déjà obtenir. Donc, comme vous le savez, je pense, la lumière, c'est un vecteur d'énergie. Tout le monde a entendu parler des panneaux photovoltaïques. Certains d'entre vous en sont équipés. Et avec ces panneaux photovoltaïques, on arrive avec les photons, donc qui sont les composants essentiels de la lumière, les composants particuliers de la lumière, à déplacer des électrons et à produire une énergie, l'électricité. C'est pas très compliqué d'un point de vue conceptuel. On déplace un électron avec un photon. L'énergie qu'on produit est difficilement stockable. L'électricité, on peut la stocker, mais c'est pas l'énergie idéale. Et donc, il y a d'autres méthodes. Et la nature fait beaucoup mieux que ça depuis plus de 3 milliards d'années, avec une méthode qui s'appelle la photosynthèse. Donc, cette photosynthèse, elle consiste à utiliser l'énergie lumineuse pour décomposer des petites molécules, à savoir des molécules, c'est vrai qu'on ne voit pas, des molécules d'eau et de dioxyde de carbone, et combiner les atomes de ces molécules, donc avec la lumière, pour faire des molécules beaucoup plus complexes, des molécules qui vont être stockées de l'énergie, donc des molécules de glucose en l'occurrence, et comme sous-produit, mais qui va beaucoup nous intéresser par la suite, des molécules d'oxygène. Donc, petite parenthèse, les chimistes s'inspirent beaucoup de la nature et depuis quelques années, on essaie d'utiliser la lumière également comme source d'énergie en laboratoire pour faire des réactions chimiques. Ça s'appelle la photochimie, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. On n'est pas encore aussi performant que la nature, mais on arrive à bouger à faire réagir des molécules relativement simples. Alors, on va revenir à notre glucose et à notre oxygène, puisque dans les organismes végétaux, les autotrophes, c'est produit, mais nous, les hétérotrophes, les animaux, on a besoin de les consommer afin de survivre. Et le moteur qui permet au sein de la cellule de faire cette consommation, c'est la mitochondrie. Et au sein de cette mitochondrie, on retrouve donc beaucoup d'oxygène. Et cet oxygène, donc, qui est présent dans la cellule et qui lui permet de vivre, on peut détourner son utilisation en lui apportant de l'énergie. Par exemple, vous savez que l'oxygène, il y en a partout, mais si vous avez un combustible et que vous faites une étincelle, avec l'oxygène, vous pouvez créer une réaction de combustion. C'est un petit peu ce qu'on va faire avec la lumière, en utilisant un colorant. Donc cette lumière plus ce colorant, qui sont au sein de la cellule, vont permettre de transformer cet oxygène sain en un oxygène activé, un oxygène qui va devenir toxique, et donc conduire à la mort cellulaire. Donc un processus qui s'appelle l'apoptose, donc qui va faire exploser la cellule quelque part, qui va être prise en charge par le système immunitaire. Donc comment ça fonctionne en pratique ? En pratique, on va pouvoir injecter ou administrer de manière non systémique, c'est-à-dire juste déposer sur la tumeur le colorant. Ce colorant, donc la tumeur ici, elle est représentée en gris. Donc ce colorant, il va se distribuer aussi bien dans cette tumeur, mais on n'est jamais totalement spécifique, donc il va aller dans d'autres organes qui ont tendance à accumuler des produits chimiques, comme le foie, les reins. Donc ça, c'est un petit peu le principe de toute chimiothérapie. Et il y a des effets secondaires importants. Le plus spectaculaire dans la chimiothérapie classique étant que ça va aussi dans les follicules des cheveux, par exemple, et que généralement, on a une chute des cheveux qui accompagne parce que on ne traite pas uniquement la tumeur. Là, l'astuce, c'est que par des méthodes diverses, si la tumeur est superficielle, juste par exposition à la lumière, avec des fibres optiques, avec de l'endoscopie, comme Théo le mentionnait, on peut amener la lumière spécifiquement au niveau de la tumeur, traiter cette tumeur, la faire disparaître, et donc, après élimination des produits des organes qu'on ne souhaitait pas affecter, avoir un traitement hyper sélectif. Alors, ça peut paraître de la science-fiction, tout ce que je vous raconte, mais il faut savoir que c'est quelque chose qui est en place déjà depuis les années 1980 pour le traitement de pas mal de cancers, cancer de la peau initialement, et puis ça s'est étendu, cancer de la prostate. Et très récemment, il y a une équipe de l'INSERM de Lille, donc créée par Serge Mordon, qui a créé une start-up qui s'appelle Emerion Therapeutics. Et cette start-up est sur des essais cliniques de traitement d'un cancer à très mauvais pronostic, peut-être encore plus mauvais pronostic que le cancer du pancréas, qui sont les glioblastomes. Et par des méthodes qui combinent la chirurgie pour éliminer le glioblastome et la photothérapie dynamique, c'est-à-dire que, grosso modo, ce qu'on fait, c'est qu'on va, après intervention chirurgicale, déposer le colorant en surface du glioblastome, l'exposer pendant un temps
donnée avec de la lumière rouge, comme vous le voyez ici, eh ben, on va réussir à éliminer les cellules restantes et donc à améliorer le pronostic de survie des glioblastomes. Et ça, c'est un traitement qui est en essai clinique de phase 2 actuellement aux États-Unis. Le petit inconvénient de ce traitement, c'est que les colorants qui sont utilisés, les quelques millilitres de colorants qui sont utilisés, coûtent plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, dans un pays où on a la sécurité sociale, bon, voilà, ça fait un trou dans la sécurité sociale, c'est pas génial, mais dans les pays où il n'y en a pas, les traitements individuels deviennent extrêmement coûteux et pas à la portée de tout le monde. Donc c'est pour ça qu'il serait intéressant de développer des molécules avec des activités similaires, mais avec des coûts nettement moindres. Et c'est l'idée qu'on a eue avec un collègue du CNRS à Angers, Clément Cabanetos, de développer des molécules à partir de colorants déjà existants et présents en très grande quantité, les colorants de l'industrie textile ou les colorants de l'industrie plastique, qui sont fabriqués en tellement grande quantité qu'annuellement ils sont jetés par tonnes. Et donc nous, l'idée, c'est de récupérer ces colorants et d'y apporter des modifications chimiques de manière à leur donner les propriétés désirées et des modifications chimiques. Donc c'est cette famille de colorants, voilà, donc des colorants tout à fait classiques. Et c'est cette famille de colorants, bon, vous voyez peut-être pas très bien la molécule ici, mais vous voyez que c'est une molécule très très simple. Et on lui a apporté tout un tas de modifications chimiques des modifications chimiques simples pour développer toute une série de molécules qui présentent des activités thérapeutiques excellentes, plusieurs dizaines de fois supérieures à certains des meilleurs photosensibilisateurs, c'est-à-dire des meilleures molécules utilisées actuellement en clinique. Mince, j'avais encore quelque chose à dire et ça vient de m'échapper. Mais bon, le rêve, bien sûr. Alors si, on a étudié cette molécule pour l'instant sur des cellules et sur des amas de cellules. Mais le rêve, bien sûr, c'est d'un jour amener cette molécule sur ce type de technologie. Et c'est ce à quoi on est en train de travailler. Et je pense que je vais m'arrêter là et vous remercier pour votre attention.